Pourquoi la reine, ayant accès à tous les trésors de la couronne britannique, arbore-t-elle sans cesse la même tiare, la sienne, d'une simplicité presque déconcertante? Croyez-vous que ce ne soit qu'une affaire de goût? Vous faites fausse route. Derrière l'éclat de ces diamants se cache une histoire que Buckingham Palace préfère taire. Une histoire d'argent issue d'un amour royal prohibé, d'une disparition énigmatique durant toute une génération et d'un message silencieux mais audacieux que Camilla envoie à l'ensemble de la famille royale à chaque fois qu'elle l'a choisi. Alors, installez-vous confortablement et regardez cette vidéo jusqu'au bout. Une véritable révélation vous attend. Dès à présent, nous allons séparer le protocole royal des sentiments et découvrir pourquoi la tiare Cupid Chand a une signification plus profonde pour la reine Camilla que tous les trésors des Windsor. Pour saisir l'histoire de cette tiare, il faut remonter le temps jusqu'à Londres, au début du XXe siècle. C'était le monde de l'époque édouardienne, une ère de luxe ostentatoire, d'étiquettes de cour des plus rigoureuses et les dernières réminiscences de la Belle Époque, avant que les salves de la Première Guerre mondiale ne transforment à jamais le monde. Dans cette société, la tiare n'était pas un simple ornement. C'était un laissez-passer, un attribut indispensable pour une dame mariée à la cour, le symbole du statut de sa famille et de sa place au sein de la complexe hiérarchie de l'aristocratie britannique. C'est précisément dans ce monde que la famille Keppel brillait de mille feux. Leur nom était prononcé avec révérence dans tous les salons mondains, car la matriarche de la famille, l'incomparable Alice Keppel, n'était pas qu'une simple mondaine. Elle était la confidente, la conseillère et le dernier grand amour du roi Édouard VII. Cette position conférait à la famille non seulement la richesse, mais aussi un statut unique, quasi royal, exigeant une confirmation constante par un goût impeccable et l'éclat approprié des parures. La tiare fut créée pour sa fille, Sonia Keppel, la future grand-mère de la reine Camilla. Lorsque Sonia fit son entrée dans le monde et se préparait à épouser l'honorable Roland Cubitt, fils du baron Ashcombe, sa famille dut veiller à l'acquisition de la parure nuptiale essentielle. Le présent se devait d'être magnifique, tout en restant empreint de tact. Il devait témoigner de la fortune et de la proximité avec le trône, mais ne devait en aucun cas rivaliser avec les insignes de la dynastie régnante. La tâche était délicate. Créer un chef-d'œuvre qui évoquerait un rang élevé sans pour autant l'exhiber de manière ostentatoire. C'est pourquoi un motif floral délicat et raffiné fut choisi, plutôt qu'un design impérial rigoureux. C'était l'incarnation joaillière de la jeunesse, de la fraîcheur et de l'élégance aristocratique, en parfaite adéquation avec la mode de l'époque pour les parures légères et aériennes, évoquant des guirlandes de fleurs naturelles. Bien que l'histoire n'ait pas conservé le nom du joaillier spécifique ou de la maison qui a créé la tiare, son style parle de lui-même. Il s'agit de l'œuvre d'un grand maître, maniant avec virtuosité les techniques du style guirlande, mises en vogue par des maisons telles que Cartier et Boucheron. La légère monture en platine, presque imperceptible sous la pluie de diamants, créait l'illusion d'une couronne florale impalpable, flottant dans la chevelure de sa propriétaire. C'est ainsi que vit le jour non pas un simple bijou, mais un message parfaitement calibré. Dès sa création, la tiare Cupid Chand fut une affirmation du statut d'une famille qui, bien que dotée de goût, de richesse et d'influence, comprenait parfaitement les limites à ne pas franchir. Elle devint le symbole de l'élégance et du luxe discret, des qualités qu'un siècle plus tard, son illustre propriétaire allait hériter. Observons cette tiare telle que seuls ses gardiens et ses propriétaires l'aperçoivent, en la tenant entre leurs mains. Ce n'est pas une couronne de pouvoir imposante, mais plutôt le rêve d'un jardin d'été figé dans les diamants et le platine. Toute sa structure est un hymne au style guirlande, qui régnait en maître dans l'art joaillier de la Belle Époque. Le joaillier a délaissé la lourde base d'or au profit du platine.
Ce métal, à la fois robuste et léger, a permis de créer une monture quasi invisible sur laquelle, telles des gouttes de rosée sur une toile d'araignée, scintillent des dizaines de diamants. Au centre de la composition s'épanouissent des fleurs stylisées, évoquant tantôt des roses sauvages, tantôt des fleurs de pommier. Chaque pétale est un diamant de taille ancienne distincte, sélectionné avec une minutie incroyable, afin qu'ensemble ils forment une surface vivante et chatoyante. Les éléments centraux des fleurs sont marqués par des pierres plus imposantes qui, au moindre mouvement de tête, s'illuminent de vifs éclats. Ces motifs floraux ne flottent pas dans le vide. Ils s'entrelacent avec de gracieuses branches et feuilles qui composent une guirlande dense, mais aérienne, venant clore la composition. C'est précisément dans cette légèreté que réside le secret majeur de l'artisan. La tiare est réalisée selon la technique de l'ajour ou du travail en filigrane. Ici, le métal n'est pas une paroi opaque, mais une dentelle des plus fines, qui permettent à la lumière de pénétrer le bijou de toutes parts. Grâce à cela, les diamants ne se contentent pas de réfléchir la lumière, ils la respirent, jouent avec elle, créant l'illusion d'un scintillement vivant. Ce n'est pas le froid éclat des insignes d'État, c'est une luminescence chaude et vibrante. Derrière cette fragilité apparente se cache aussi une pensée ingénieuse en matière d'ingénierie. Si l'on observe attentivement l'élément central, on remarque qu'il se dresse légèrement au-dessus des autres. C'est un signe certain que la tiare était un bijou transformable. Elle pouvait être détachée de sa monture spéciale, un bandeau support, et portée en collier, épousant étroitement le cou. Cette polyvalence était le summum du chic de l'époque édouardienne. Un même bijou pour deux occasions différentes, pour un bal de cour strict et pour une réception intime en soirée. C'est pourquoi, lorsque nous parlons de la tiare Cubit Chand, nous ne parlons pas d'un poids en carats, mais d'une sensation. Ce bijou n'oppresse pas la tête du poids du protocole impérial. Il est léger, presque immatériel. On peut l'imaginer tiède au toucher de la peau et non froid et distant comme une pièce de musée. Il n'affirme pas le pouvoir, mais murmure l'élégance. Ce bijou fut créé non pas pour inspirer la crainte au sujet, mais pour parer une femme aimée. C'est là sa différence fondamentale avec les couronnes que l'on porte par devoir. Ce n'est pas une arme de diplomatie dynastique, mais un poème écrit en diamant en l'honneur de la beauté, de la jeunesse et de l'amour. Bien que la tiare ait été créée pour la grand-mère de Camilla, son véritable et premier début documenté sous les feux de la rampe eut lieu bien plus tard. Transportons-nous au 4 juillet 1973. Ce jour-là était marqué d'une croix dans le calendrier de toute la haute société londonienne. Dans la chapelle de la garde des casernes de Wellington avait lieu un mariage que les journaux qualifièrent de « mariage de l'année ». Camilla Chand, alors âgée de 25 ans, épousait le brillant officier de cavalerie Andrew Parker Bowles. La liste des invités parlait d'elle-même. La reine-mère, la princesse Anne et la princesse Margaret assistaient à la cérémonie. Lorsque les portes de la chapelle s'ouvrirent et que la mariée apparut, tous les regards se tournèrent vers elle. Elle portait une élégante robe de la maison londonienne Belleville Sassoon, incarnant la mode du début des années 70. Mais la touche finale, l'accord majeur de son apparence, fut le bijou qui ornait sa coiffure. Ce n'était pas une tiare empruntée au trésor royal en signe d'une faveur spéciale. C'était un héritage familial. Ce jour-là, la tiare Cubit Chand se révéla au monde sous un jour nouveau. Elle n'était plus simplement une parure précieuse sortie du coffret d'une aristocrate d'une époque révolue. Sur la jeune mariée, sous les projecteurs et les flashs des appareils photo, son délicat motif floral prit un éclat inédit. Il symbolisait non seulement la pureté et la jeunesse de la mariée, mais aussi la continuité des générations. La tiare s'harmonisait parfaitement avec l'allure de Camilla, soulignant son élégance naturelle et son sens inné du style. Le choix opéré était profondément symbolique.
En arborant sa propre tiare, Camilla affirmait non pas son désir de s'allier aux Windsor, mais sa fierté pour sa propre famille et son histoire. C'était un signe de respect envers sa grand-mère, Sonia Keppel, et envers sa mère, Rosalinde. La parure sur sa tête n'était pas qu'un accessoire, mais un lien tangible, la reliant aux femmes fortes de sa lignée. La réaction fut unanime, l'admiration. Les journaux et magazines s'empressèrent de publier les photographies de la mariée radieuse. Et bien que le grand public ne vit qu'une jolie jeune femme parée d'un beau diadème, les observateurs avertis et les connaisseurs des lignées aristocratiques en comprenaient toute la portée de ce geste. La tiare Cubitt Shand, ce jour-là, cessa d'être un simple bijou. Elle devint une part de l'histoire personnelle de Camilla, sa carte de visite, présentée pour la première fois au monde. Ce fut son premier triomphe, et par conséquent, le plus mémorable. Après son mariage avec Andrew Parker Bowles, la tiare, sembla-t-il, tomba dans l'oubli pendant de longues décennies. Elle fut conservée dans le coffret familial, un talisman discret, attendant son heure. Cette heure arriva après 2005, lorsque Camilla, en épousant le prince héritier Charles, devint duchesse de Cornouailles et membre à part entière de la famille royale. Le monde entier s'attendait à ce qu'elle se plongeât à corps perdu dans le trésor des Windsor. Et elle le fit d'ailleurs en apparaissant lors de réceptions d'État parées de diadèmes légendaires prêtés par la reine Élisabeth. Mais c'est précisément à ce moment que commença le véritable âge d'or de sa propre tiare. Alors qu'elle avait accès à des pièces majeures comme la tiare Greville ou la Délie Durbar, Camilla continuait de choisir ponctuellement la sienne, celle de sa famille. Ce choix était plus éloquent que tous les mots. Dans un monde où chaque parure est une composante du protocole d'État et du jeu dynastique, la tiare Cubitt Shand était son territoire personnel, une ancre la rattachant à sa propre identité, à sa vie d'avant de devenir son Altesse royale. En la portant, elle semblait dire « Je suis Camilla, telle que je suis ». Ce choix comportait également un aspect purement pratique, révélant le caractère de sa propriétaire. Contrairement aux tiares royales massives et lourdes, conçues pour impressionner, sa tiare personnelle était étonnamment légère et confortable. Pour une femme qui allait passer de longues heures lors de réceptions diplomatiques, ce confort n'était pas un détail anodin. Ce pragmatisme et cette aversion pour la pompe ostentatoire, parties intégrantes de son image, trouvèrent leur incarnation joaillière parfaite dans cette tiare florale et aérienne. L'un des moments les plus émouvants de l'histoire du diadème s'est déroulé en 2006. Ce jour-là, la fille de Camilla, Laura, se mariait. Et pour sa tenue de mariée, elle choisit la même tiare que sa mère avait portée 33 années plus tôt lors de ses propres noces. Camilla, alors duchesse de Cornouailles, prêtait à sa fille ce qu'elle avait de plus précieux, non pas des diamants issus de la collection royale, mais un fragment de leur propre histoire familiale. Ce geste transfigura le diadème, le hissant du rang de parure personnelle à celui de symbole vivant de la continuité des femmes, des lignées Shand et Cubitt. C'est ainsi que le diadème Cubitt Shand devint la signature de Camilla. Ses apparitions lors des événements officiels furent rares, mais toujours empreintes de signification. Il devint le choix privilégié pour les occasions où il s'agissait d'allier son statut officiel à une touche personnelle. Si la tiare Greville témoignait de sa position au sein de la monarchie, celle de Cubitt Shand murmurait l'histoire de ses propres racines. Elle ne fut ni le talisman de grands événements historiques, ni celui de victoires politiques retentissantes. Son âge d'or est l'histoire d'une discrète dévotion. Elle devint le témoin silencieux du parcours intime de sa propriétaire, de jeune mariée issue de l'aristocratie à la femme aimée du futur roi, et finalement à la reine consort. Et à chaque étape de ce chemin, le diadème demeura le symbole qu'il est possible et même essentiel de rester fidèle à soi-même, même au sommet du pouvoir. À première vue, l'histoire du diadème Cubitt Shand
paraît d'une limpidité cristalline. Elle est exempte de traces sanglantes, de légendes de malédiction ou de fracas de vols retentissants qui jalonnent si souvent l'histoire des parures célèbres. Mais l'ombre qui enveloppe ce bijou est bien plus profonde et d'une noblesse plus insidieuse. Elle ne réside pas sur l'objet en soi, mais dans ses fondations, dans l'origine du capital ayant servi à sa création. Et cette ombre porte un nom, Alice Keppel. Alice Keppel, l'arrière-grand-mère de la reine Camilla, est entrée dans l'histoire comme la dernière et la plus influente des favorites du roi Édouard VII. Leur lien était bien plus qu'une simple idylle. Intelligente, tactique et charmante, Alice fut son amie, sa confidente et la maîtresse d'un salon où des questions cruciales étaient parfois débattues. Le roi était d'une générosité sans bornes, la comblant non seulement d'argent, mais aussi d'actions et de présents précieux qui constituèrent la pierre angulaire de l'immense fortune de la famille Keppel. C'est précisément cette munificence royale qui leur permit de mener grand train et de commander des chefs-d'œuvre de joaillerie aux plus grands artisans. Ici, il est essentiel de faire la part des choses entre les faits et les spéculations. La liaison du roi et d'Alice ne fut pas un secret jalousement gardé. Toute la haute société de l'Angleterre édouardienne en était parfaitement informée, y compris l'épouse du monarque, la reine Alexandra, qui manifestait une étonnante tolérance envers sa rivale. Le scandale et les murmures ne portaient pas sur l'existence de la liaison en soi, mais sur son ampleur et l'influence d'Alice sur le souverain. Aucun document n'atteste formellement. L'argent du roi Édouard a servi à l'achat de ce diadème. Pourtant, il ne fait aucun doute que c'est bien la munificence royale qui permit à sa fille, Sonia, de recevoir en cadeau de mariage une parure d'une telle valeur. L'éclat de ces diamants est un reflet direct de la splendeur de la couronne britannique. Il existe une autre énigme, plus silencieuse encore. Après que le diadème fut transmis de Sonia Keppel à sa fille, Rosalind Shand, la mère de Camilla, sa trace publique se perd. Rosalind hérita du bijou après la mort de sa mère, mais, semble-t-il, ne le porta jamais en public. Il n'existe aucune photographie connue où elle serait immortalisée avec cette relique familiale. Pourquoi? Le diadème n'était-il pas à son goût? Ou sa vie mondaine d'après-guerre était-elle moins active? Cette lacune dans l'histoire de la parure lui confère une aura de mystère, invitant à spéculer sur le destin et les préférences de la femme qui en fut la gardienne durant toute une génération. Ainsi, les mystères du diadème Cubitt Shand ne sont pas des drames gothiques, mais des entrelacs subtils de destins humains. D'une part, c'est l'histoire d'une passion royale interdite, mais de notoriété publique, dont l'éclat se matérialise en diamants. De l'autre, c'est le silence d'une génération entière, l'énigme d'une femme qui posséda ce trésor, mais préféra le laisser dans son écrin. Ces ombres et ces murmures ne diminuent en rien la valeur du diadème, mais ne font qu'approfondir son histoire, la rendant plus humaine. La première fin d'une ère pour ce diadème survint discrètement, sans les gros titres des journaux ni les coups de marteau des commissaires-priseurs. Elle se produisit au moment où la parure passa de sa première propriétaire, Sonia Keppel, à sa fille, Rosalind Shand. L'époque de l'éclat édouardien, dont Sonia était l'héritière, fut remplacée par des temps plus sobres. Le diadème, né pour les bals et les réceptions de cour, passa entre les mains d'une nouvelle génération façonnée par la Seconde Guerre mondiale, avec une vision différente du luxe et de son étalage. Un chapitre se refermait, celui lié à sa création et à sa conception originelle. Et après cela, le bijou plongea dans une longue vie d'ombre. Pendant toute une génération, il semblait tout simplement avoir disparu de la vue du public. La mère de Camilla, Rosalind, était une femme de caractère, dévouée à sa famille et à la vie à la campagne, loin des tumultes de la haute société. Aucune de ces photographies ne la montre portant ce diadème. Ce silence soulève des questions.
S'agissait-il d'un rejet conscient du faste lié au monde de sa mère? Ou simplement sa vie n'offrait-elle pas d'occasion de porter un tel bijou? Quoi qu'il en soit, le diadème, d'un symbole public de statut, se transforma en un secret de famille silencieux, enfoui dans un coffre-fort. La seconde fin d'une ère, beaucoup plus poignante, arriva en 1994. Cette année-là, Rosalind Shand s'éteignit et le diadème passa par héritage à sa fille, Camilla. Il ne s'agissait pas là d'une transmission joyeuse d'un trésor. Ce fut un acte d'héritage scellé par la douleur de la perte. À partir de ce moment, le diadème floral cessa d'être pour Camilla un simple bel objet. Il se transforma en un lien tangible avec sa mère adorée, en l'incarnation physique du souvenir. Chaque facette reflétait désormais non seulement la lumière, mais aussi une histoire personnelle d'amour et de chagrin. Ce fut précisément cette longue période d'oubli et d'histoire familiale discrète qui fut décisive. Elle forgea le caractère du bijou. Il cessa d'être un simple accessoire aristocratique de grand prix. Ayant traversé le silence d'une génération et la tragédie d'une autre, le diadème s'imprégna d'un sens profondément personnel et humain. L'époque de sa vie en tant que relique familiale exclusivement privée touchait à sa fin. Une toute nouvelle et éblouissante destinée l'attendait. La seconde naissance du diadème Cubitt Shand ne fut pas une explosion soudaine, mais plutôt une aube lente mais inéluctable. Après 2005, lorsque Camilla devint duchesse de Cornouailles, le monde retint son souffle, attendant de voir des féeries joaillières. Et lorsqu'à l'une des réceptions diplomatiques, parmi l'éclat des insignes historiques des Windsor, la lumière florale familière apparut soudainement, cela eut l'effet d'une bombe dans les cercles restreints des connaisseurs. Le diadème était de retour sur la scène mondiale, mais avec un statut totalement différent. Ce fut son retour triomphal, et le contexte changea tout. Si au mariage de 1973 le diadème était la parure d'une mariée issue d'une lignée noble, il était désormais le choix personnel d'une femme au cœur même de la monarchie. Le monde ne vit pas simplement un magnifique diadème, mais un geste conscient. En le portant, Camilla ne rivalisait pas avec l'héritage de la reine Élisabeth, mais le complétait délicatement. C'était une nouvelle interprétation. Le diadème Cubitt Shand, de symbole d'origine aristocratique, se transforma en symbole d'identité personnelle. Chacune de ces apparitions avec ce diadème devenait un événement analysé par les experts. Ils notaient comment son design gracieux et léger contrastait avec les bijoux royaux monumentaux, soulignant l'élégance naturelle et le pragmatisme de Camilla. La parure, créée comme un hymne à la jeunesse et à l'insouciance, acquit une profondeur au nouveau siècle. Elle parlait désormais de fidélité à ses racines, de préservation de l'individualité sous la pression du protocole le plus strict. Le point culminant de cette seconde naissance survint en 2006, lorsque le diadème orna la tête de la fille de Camilla, Laura, le jour de son mariage. Ce moment ancra définitivement le bijou dans son nouveau statut. Il n'était pas simplement revenu du néant, il était devenu une relique vivante, active, un symbole de la lignée féminine et de la continuité, désormais visible au monde entier. À partir de ce moment, la valeur du diadème commença à croître de manière exponentielle. Son coût cessa d'être mesuré uniquement par le poids des diamants et le savoir-faire du joaillier. Le composant le plus cher du monde de la haute joaillerie s'y ajouta la provenance, l'histoire de sa possession. Un diadème porté par une future reine et désormais reine consort n'est plus un simple bijou. C'est un artefact historique, au même titre que ceux conservés à la Tour de Londres. Son estimation marchande à des centaines de milliers de livres sterling devient une simple formalité, car sa véritable valeur historique est désormais incalculable. Alors, où se trouve ce trésor aujourd'hui? La réponse à cette question est à la fois simple et pleine de nuances. Le diadème Cubitt Shand
ne repose pas derrière une vitre blindée dans la Tour de Londres et ne figure pas dans les catalogues des trésors d'État. Sa gardienne est la reine consort Camilla elle-même. Le diadème se trouve dans sa collection personnelle, dans son propre écrin à bijoux. Cette différence fondamentale détermine son destin unique. Il n'appartient pas à la couronne, mais à la femme qui porte cette couronne. Cependant, son statut actuel dépasse largement le cadre d'un simple bijou personnel. Depuis que Camilla est devenue reine consort, le diadème s'est transformé en un artefact historique. Chaque fois qu'elle l'affiche en public, elle écrit un nouveau chapitre de son histoire. Ce n'est plus un accessoire, mais un participant vivant de la chronique monarchique moderne, un objet suivi par les historiens, les joailliers et des millions de personnes à travers le monde. Le diadème Cubit-Chand existe à la confluence de deux histoires, l'histoire personnelle de la famille Chand et l'histoire publique de la dynastie Windsor. Quant à son coût, l'estimation financière le cède ici à la valeur historique. Les experts gémologues avancent une somme supérieure à 250 000 de livres sterling, mais il ne s'agit là que d'un point de départ. Sa véritable valeur se compose de plusieurs strates invisibles. La première est l'impeccable facture édouardienne et la qualité des diamants. La deuxième, plus significative encore, est sa provenance irréprochable, une histoire de possession qui remonte à la célèbre Alice Keppel. Mais la strate la plus essentielle, celle qui la rend inestimable, est le facteur Camilla. Dès qu'un joyau s'érige en favori personnel d'une reine consort régnante, son prix lors d'une hypothétique vente aux enchères devient incalculable. Elle n'est plus une simple tiare, mais la tiare de la reine Camilla. Toute estimation monétaire n'est donc qu'une convention, une formalité. Sa véritable valeur est culturelle et historique, défiant toute évaluation chiffrée. Elle s'est élevée au rang de patrimoine national, quand bien même elle demeure une propriété privée. Alors, pourquoi, avec un accès illimité au trésor inestimable de la couronne britannique, la reine consort Camilla opte-t-elle sans cesse pour sa propre tiare? La réponse est désormais limpide. Il ne s'agit pas du poids des carats, ni de la seule légèreté de sa conception. En parant les diadèmes des Windsor, elle s'acquitte de ses devoirs royaux. En arborant la tiare Cubit-Chand, elle reste elle-même. C'est son encre, son manifeste silencieux d'une histoire personnelle dans un monde entièrement régi par le protocole et les traditions dynastiques. Ce bijou n'est pas une simple parure précieuse. C'est son passeport joaillier, où chaque facette raconte un chapitre de sa propre existence. C'est un lien avec son arrière-grand-mère qui brillait à la cour du roi, un hommage à sa mère qui a préservé la relique dans le secret, le symbole de l'amour pour sa fille qui a perpétué la tradition. Contrairement aux insignes d'État qui clament le pouvoir et l'empire, cette tiare murmure la famille, la transmission et les racines. La tiare Cubit-Chand est l'illustration parfaite de la manière dont un objet inanimé s'imprègne des passions et des destins humains, se muant en quelque chose d'infiniment plus grand. Elle a débuté comme l'incarnation des ambitions et de la richesse de la famille Keppel, puis est devenue le symbole d'un mariage aristocratique, a traversé une période d'oubli pour se transformer en mémoire matérialisée d'une mère, et finalement a ressurgi comme l'emblème de l'identité personnelle de l'une des femmes les plus célèbres au monde. Son histoire démontre que la véritable valeur d'un trésor ne se mesure pas à son prix initial, mais aux vies qu'il a effleurées. L'éclat de ces diamants aujourd'hui n'est pas le feu froid d'un actif d'investissement. C'est une chaude lueur, reflet d'amour, de fierté, de chagrin et d'une silencieuse assurance traversant les décennies. Elle n'appartient plus à une seule famille. Elle appartient à l'histoire. L'histoire de la tiare Cubit-Chand est celle qui révèle que, même à l'ombre des couronnes les plus majestueuses du monde, peut éclore et s'épanouir sa propre fleur, non moins splendide.
C'est une preuve silencieuse mais retentissante que la véritable force ne réside pas dans le poids des insignes, mais dans la fidélité à son propre cœur. Et c'est en cela que réside sa grandeur authentique et impérissable.